Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Ici la station de micro et KO. 160 mètres sur grandes ondes et 200 mètres sur ondes moyennes. Notre émission va commencer dans quelques instants. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Micro et KO. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'anxiété et plus particulièrement de troubles anxieux généralisés. Vous allez découvrir notre parcours face à ça, à quel point ça peut handicaper une vie et aussi les solutions qui existent. Avant de commencer, vous en avez peut-être l'habitude maintenant, voici notre petit disclaimer. Nous ne sommes ni médecins ni psychologues, nous relatons uniquement notre vécu et l'expérience acquise avec les années. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous contacter via Instagram, @microekao. Vous y trouverez une oreille attentive et on vous répondra avec plaisir et sans jugement. Pour poser les bases, le TAG fait partie de la grande famille des troubles anxieux. Environ 3% des adultes en souffrent chaque année, et il faut savoir que les femmes sont 2 fois plus susceptibles d'en souffrir. D'ailleurs, ça débute plus fréquemment à l'âge adulte, mais ça peut quand même commencer à tout âge. C'est un trouble qui augmente la difficulté à contrôler ses préoccupations et en fait qui favorise les pensées inquiétantes à interférer avec les activités de sa vie quotidienne. Et là où c'est handicapant, c'est que ce soit l'intensité, la durée ou même la fréquence de l'anxiété, en fait, ça devient hors de proportion. Et faut compter au moins 6 mois d'anxiété et de soucis pour parler d'un TAG. Pour parler de troubles anxieux généralisés, il faut que ça regroupe plusieurs types de symptômes. Tout d'abord, comme l'a dit Chloé, dans la définition même du TAG, le trouble anxieux généralisé, cette tendance exagérée à l'anxiété doit être présente presque chaque jour depuis au moins 6 mois, afin de faire la différence entre le trouble anxieux généralisé ou un trouble passager et souvent réactionnel suite à un stress bien particulier ou à une contrariété. Pour parler de TAG, il faut que ça regroupe plusieurs types de symptômes. Une anxiété quasi permanente et des symptômes anxieux non spécifiques. L'inquiétude qui est présente chaque jour doit s'ajouter à différents symptômes physiques pour parler de TAG, notamment une insomnie ou des problèmes de sommeil, des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes, des grincements de dents ou des sursauts, ou encore des cauchemars. Il peut également y avoir des tensions musculaires, notamment au niveau du cou et des épaules, entraînant souvent des maux de tête, des douleurs dorsales ou cervicales. On va retrouver une somatisation anxieuse qui peut entraîner des troubles digestifs, des éruptions cutanées, etc. Et également une réactivité physique excessive au bruit et à la lumière. Par exemple, quand il va y avoir trop de bruit ou trop de lumière, le corps va réagir et provoquer des sursauts, des palpitations, pouvant même aller jusqu'à la crise d'angoisse. On retrouve également chez les gens qui souffrent de TAG une irritabilité assez exagérée et une intolérance à l'imprévu. Dès qu'il va y avoir quelque chose d'imprévu, un événement, un changement de programme, l'inquiétude va augmenter, les symptômes physiques également, et plus le temps va passer, plus cette intolérance à l'imprévu va grandir. En fait, pour parler de TAG, il y a plusieurs choses qui vont s'associer. Des symptômes d'anxiété basiques, de type vertige, palpitations cardiaques, sensation d'étouffement, etc. Donc il va y avoir une partie de symptômes physiques et une partie plus mentale où là, il va y avoir une inquiétude permanente, une anxiété d'anticipation. Et en fait, si tous ces symptômes regroupés durent quasiment chaque jour depuis plus de 6 mois, on va parler de troubles anxieux généralisés. Concernant le diagnostic, vous pouvez aller voir votre médecin. Il faut savoir qu'il fera aussi un examen clinique et qui peut d'ailleurs se complémenter avec d'autres examens physiques, comme par exemple des analyses de sang, pour s'assurer en fait que les symptômes ne sont pas dus à un trouble physique ou à l'utilisation d'un médicament, voire même d'une drogue. C'est un peu comme les autres diagnostics en vrai, il y a des éléments impératifs que la personne doit avoir pour qu'on considère du coup qu'elle est un TAG. On a d'abord le fait du coup que son anxiété ou inquiétude doit être excessive, concerner plusieurs activités ou événements et être présente, comme tu l'as dit, plus de jours qu'elle n'est absente pendant au moins 6 mois ou même plus, comme je le disais plus haut. Et effectivement, comme tu disais, la personne, en fait, elle doit aussi présenter au moins 3 symptômes de ceux que tu as listés, en fait. Par contre, pour les causes,
Alors ça, elle n'est pas unique. C'est souvent une combinaison de plusieurs facteurs qui entraînent l'apparition du TAG. Ça peut être biologique, héréditaire, individuel ou même environnemental. Il peut aussi y avoir certains problèmes de santé ou de maladie, comme par exemple l'épilepsie. Jusqu'à 40% des patients épileptiques seraient concernés. D'ailleurs, il y a des travaux qui indiquent que la prise en charge des troubles anxieux et de la dépression, quand elle y est associée, permet un meilleur contrôle de l'épilepsie. L'abus ou la consommation de certaines substances comme la caféine et l'alcool ou certaines drogues stimulantes sont aussi des facteurs qui peuvent jouer dans le développement d'un TAG. À savoir qu'il y a même la privation et le processus de sevrage à ces substances qui peuvent favoriser le maintien ou aggraver un trouble anxieux. Et pour finir, on aura tout simplement le tempérament de la personne. Si on a une faible estime de nous, ou par exemple de la difficulté à s'adapter aux différentes situations de la vie, ça peut clairement jouer dessus. Malheureusement, le TAG s'associe souvent avec d'autres troubles. On peut y retrouver la dépression. Il faut savoir qu'elles sont prédictrices l'une de l'autre. Donc en gros, ça veut dire que si tu en as un, il y a de grandes chances que tu aies l'autre, en fait. Mais dans la majorité des cas, c'est souvent l'anxiété qui amène à la dépression. Environ 70 à 80% des gens qui souffrent de troubles anxieux risquent de développer des symptômes dépressifs. Après aussi, ce qui est compliqué, c'est que quand on a un TAG, il y a les addictions qui vont souvent se voir augmenter et ça va être souvent le tabac et l'alcool parce qu'en fait, on va essayer d'aller chercher des substances apaisantes pour contrebalancer, en gros, les effets de l'anxiété, quoi. Alors, je m'excuse d'avance parce que j'ai vraiment l'impression de dire ça à tous les podcasts. Enfin, pas tous les podcasts, mais il y en a pas mal déjà. Où, en fait, comme pour le syndrome de stress post-traumatique, j'ai également été diagnostiquée avec un TAG. Voilà. Donc, Bah, en même temps, alors excuse-moi, mais on vient quand même de dire que justement le TAG, ça a quand même pas mal de comorbidités. Oui, tu as beaucoup de troubles qui ont été diagnostiqués, mais au final, ils se lient les uns dans les autres, hein. Oui, c'est sûr que mis individuellement, ça peut paraître exagéré et tout, mais en vrai, c'est quand même un peu logique en fait, parce que c'est un peu comme des vases communicants, tu vois? tout à fait. Du coup, pour parler de mon TAG, sincèrement, je vais être honnête avec vous, je suis toujours en plein dedans. Je vais pas dire juste pour le podcast, je m'en suis sortie, c'est fabuleux, la vie est belle, tout est rose et c'est incroyable. Non, c'est pas le cas pour l'instant, mais ça va arriver, je perds pas espoir. À vivre au quotidien, c'est assez lourd. Alors, j'ai été diagnostiquée avec un TAG l'été dernier, en fin d'été dernier, parce que je me suis enfin décidée à aller voir un professionnel, en sachant que tous les symptômes qui ont permis de diagnostiquer ce TAG, j'en souffre depuis au moins 15 ans. Dit comme ça, je suis désolée, c'est pas bien du tout. Si vous avez des symptômes qui peuvent faire penser à un TAG, allez consulter. N'attendez pas, ne faites pas comme moi, c'est vraiment pas bien. Si vous avez des symptômes qui peuvent vous faire penser que vous avez un TAG, ou ne serait-ce que de l'anxiété, en fait, allez consulter directement. N'attendez pas parce que rares sont les personnes qui arrivent à gérer ce genre de troubles seules et à s'en sortir seules parce que il faut être accompagné quoi qu'il arrive quand on a des troubles anxieux, que ce soit un trouble anxieux généralisé, un trouble panique, de l'agoraphobie. Heu, Faites-vous traiter de suite parce que avec les années, seul, c'est vraiment dur de s'en sortir. J'aimerais rajouter en plus que j'ai l'impression que c'est un trouble qui va venir s'immiscer très doucement et donc en fait, tu t'en rends pas forcément compte au début, donc tu laisses complètement le truc faire et au final, ça dure des années et tu te ramasses avec des vrais handicaps. Il y a des endroits dans lesquels tu peux pas aller, des choses que tu ne peux vraiment pas faire parce que pour toi, ça devient impossible et invivable alors qu'en fait, si tu avais arrêté la machine plus tôt, comme tu disais que tu avais pris le problème à la racine, ça aurait permis à ce que le trouble ne se développe pas et donc ne t'handicape pas dans les divers pans de ta vie. Clairement, c'est un trouble qui est très sournois et c'est surtout que c'est plus facile de le traiter quand c'est pris, un peu tôt, en fait. Moi, là, ça fait 15 ans que c'est bien confortablement installé.
Donc c'est vrai que le travail est un petit peu plus long et semble difficile parce que c'est des comportements qui se sont ancrés vraiment très profondément dans mon cerveau et du coup, c'est vraiment difficile de déconstruire, en fait, tout ce que mon cerveau a appris et qui, en fait, n'étaient pas des bons schémas de pensée, quoi. Eh oui, puisqu'ils sont basés sur ton anxiété et Tout à fait et c'est vrai que ça a vraiment, ça a clairement un impact dans ma vie actuelle, que ce soit dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale. Il y a des choses, en fait, que je ne peux pas faire ou alors que je vais devoir me forcer à faire et qui sont difficiles parce qu'en fait, mon cerveau, il est tout le temps en état d'alerte, tout le temps en hypervigilance. Il pense que tout est un danger et donc en fait, à chaque fois, ça va déclencher des symptômes anxieux physiques et non physiques qui vont être énormes pour au final pas grand-chose. Une personne qui n'est pas anxieuse, qui n'a pas de trouble anxieux, va pas réfléchir, elle va prendre sa voiture, elle va prendre son caddie, elle va aller faire ses courses. Moi, si je sais que je dois aller faire des courses dans un supermarché, je vais y penser pendant 3 jours avant. Je vais avoir peur de faire une crise à l'intérieur du magasin. Je vais être anxieuse à l'idée de prendre ma voiture et de conduire jusqu'au magasin. Je vais être anxieuse à l'idée de rentrer dans le supermarché, de faire un malaise dans le supermarché, de me sentir mal, de devoir attendre à la caisse parce que je vais me sentir coincée et que ça va provoquer chez moi une sensation de panique. Enfin, plus rien n'est simple, tout est handicapant, même la plus banale des situations quotidiennes, en fait. en fait, ta vie pas ta vie, tes actions sont dictées par le trouble. Clairement. Et le problème, c'est qu'il y a des études qui ont été menées à ce sujet. Le fait d'adopter comme ça des comportements d'évitement ou des comportements pour essayer de se sentir un petit peu plus en sécurité vont renforcer l'anxiété et le trouble anxieux. Et petit à petit, en fait, le cercle il va se restreindre et on va pouvoir faire de moins en moins de choses. D'où le fait qu'on vous dit que c'est quand même très sournois et que ça s'immisce doucement, doucement et que si tu es pas alerte dessus et que tu sais même pas que ça existe, tu t'en rends pas forcément compte, hein. Je crois qu'on en avait déjà parlé un petit peu dans un podcast. Je sais plus si c'est l'épisode sur le syndrome de stress post-traumatique ou l'épisode sur la déréalisation. Je sais plus, un des 2 épisodes où on avait un petit peu abordé le sujet de l'anxiété à l'intérieur et en fait, j'ai fait ma toute première crise d'angoisse à l'âge de 12 ans, suite à, voilà, de nombreuses choses qui font que, bah, aujourd'hui j'ai un syndrome de stress post-traumatique et je suis très vite rentrée dans les symptômes d'un trouble anxieux généralisé. Je pense que je devais avoir, 14-15 ans max. J'ai 28 ans cette année, donc ça commence à à faire pas mal d'années et en fait, depuis cet âge-là, je n'ai plus pu vivre normalement sans me poser ces questions-là malgré moi. Je faisais des crises d'angoisse à peu près partout. Je supporte pas les endroits où il y a trop de monde, je supporte pas les endroits où il y a trop de lumière, je supporte pas les endroits où il y a trop de bruit. Quand je dis je supporte pas, c'est que ces endroits-là vont avoir tendance à me déclencher une crise d'angoisse. Donc tout ce qui est supermarché, magasin, restaurant, et c'est quand même, mine de rien, assez handicapant parce que ne serait-ce que juste aller boire un verre avec des potes, bah, j'y vais pas sans me poser de questions et sans avoir peur. Et c'est complètement nul en fait parce que tu vas boire un verre avec tes potes pour te détendre, te changer les idées, rigoler un peu, et cetera. Et là, même ça devient source d'angoisse et d'inquiétude et tu te sens mal et tu y vas, mais tu des vertiges, t'as des palpitations, tu es censé passer un bon moment, mais tu ne le passes pas parce qu'il est entre guillemets «gâché» par les symptômes physiques de l'anxiété que tu peux avoir. Du coup, en fait, c'est pour moi, à l'heure actuelle, littéralement un combat de tous les jours, en fait. J'aurais une question, c'est comment ton mari, qui du coup, est avec toi depuis maintenant 10 ans, a vécu la situation quand tu lui as parlé du fait que tu es un TAG? Ou même, encore plus intéressant, comment tu gérais avant de savoir? Puisque ça fait pas si longtemps qu'on t'a diagnostiqué et que tu t'en es vraiment aperçu. Comment ça se passait, admettons, votre vie de couple pour les activités, les choses comme ça, vu que tu avais toutes ces impossibilités-là? Alors oui, j'ai été diagnostiquée l'été dernier, mais en fait, ça a juste posé un mot sur ce que je vivais. Parce que
le côté handicapant de la chose était là depuis le début. Par rapport à ta question sur ma relation de couple, c'est un petit peu difficile d'y répondre parce que je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais moi, c'est beaucoup par vague. Alors, par longue vague, par grande vague, mais ça n'a pas été, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, ça n'a pas été à 10 non-stop pendant 15 ans. J'ai eu des périodes de mieux, notamment la période où j'ai rencontré mon mari était une période où j'avais moins d'anxiété. Ça a duré la première année de notre relation avant que ça revienne suite à un stress prolongé pour une raison quelconque. Mais du coup, la première année, on a pu profiter, entre guillemets, normalement. J'arrivais plus ou moins. Alors, je me posais toujours les questions, hein. Il y avait toujours cette inquiétude de fond où j'arrivais à aller au restaurant, j'arrivais à sortir, j'arrivais à aller dans des magasins, etc., sans symptômes physiques. Mais par contre, j'avais toujours le réflexe de, par exemple, on va dans un restaurant, de suite, je repère où sont les portes de sortie, de suite, je repère où sont les toilettes pour que, au cas où je me sente mal et que je fasse une crise d'angoisse ou peu importe, ou un malaise ou j'en sais rien, je puisse me réfugier quelque part ou sortir si j'en ressens le besoin. Ça, c'est un réflexe, je dirais même c'est un comportement que j'ai depuis ma première crise d'angoisse. Donc il y a des périodes où ça allait mieux, où j'étais plus capable de faire des activités, etc. Mais j'avais toujours ce fond d'anxiété qui me faisait avoir des comportements tels que celui-ci en fait. Et est-ce que à ce moment-là, tu étais consciente que tu étais la seule à penser ça? Ou est-ce que, par exemple, dans ta tête, tu te disais que ton mari, enfin ton mec à l'époque, pensait certainement la même chose et que c'était normal? Non, je savais pertinemment que j'étais la seule à penser ça. Et je pensais même à l'époque avoir un problème et du genre, mon Dieu, mais en fait, je suis folle de faire ça. Et du coup, j'en parlais à personne parce que j'avais peur que les gens me prennent pour un extraterrestre et une personne bizarre qui fait des trucs bizarres. Donc, du coup, c'est quelque chose que je faisais, que je gardais pour moi. Ça me rassurait de le faire à l'époque. Ça a participé, je pense, à continuer vraiment dans le schéma anxieux dans lequel j'étais, dans lequel je suis toujours, hein. C'est pas quelque chose qui m'a aidée. En fait, ça m'a rassurée à court terme, comme tous les comportements de sécurisation et d'évitement qu'on peut avoir. Ça rassure et ça aide à court terme, mais ça empire toujours les choses sur le long terme, Et oui, parce qu'au final, ça continue d'alimenter l'angoisse. clairement. Et donc lui non plus ne savait pas? Au début, non, je lui ai pas dit. Je lui ai dit quand les choses ont de nouveau recommencé à prendre de l'ampleur. Donc, quand j'ai recommencé vraiment à faire des crises d'angoisse, etc. Moi, à l'époque, je ne savais pas que c'était un trouble anxieux généralisé. Donc, je lui avais juste dit très rapidement, bah écoute, je suis une personne qui est assez anxieuse, de temps en temps je fais des crises d'angoisse. Voilà, ça s'est arrêté là. Et comme ça, en fait, j'ai passé une période où j'ai fait de nombreuses crises d'angoisse et où clairement j'avais tous les symptômes d'un trouble anxieux généralisé. Ça a duré quelques années, puis ça s'est de nouveau calmé. Je pouvais refaire des choses normales de la vie quotidienne parce que quand en fait je suis dans des périodes un peu creuses où je fais beaucoup de crises d'angoisse, comme je l'ai décrit là, ça peut aller très loin parce que il y a les crises d'angoisse, OK, je vais avoir tendance à faire de la déréalisation, dépersonnalisation, H24 pendant des semaines et des semaines. Je ne vais plus réussir à sortir de chez moi, même pour acheter une baguette de pain, et cetera. Donc voilà, ça c'est vraiment les creux de vague. Et ensuite, quand, ça va un peu mieux, bah, je suis de nouveau capable, de faire des activités, d'être, plus ou moins autonome. Je réussis également à rester seule, ce que je n'arrive pas beaucoup à faire quand, je suis, dans des périodes, d'anxiété sévère. En fait, bah, ça fait 10 ans qu'on est ensemble donc il y a eu, des bonnes périodes et il y a eu des périodes un peu plus creuses. Il y en a eu plusieurs. Donc en fait, maintenant il le sait. Il sait que j'essaye moi-même toujours de maintenant de dealer avec ce trouble et cette facette-là de ma personne, que je fais en sorte en fait, de me guérir et que je vais consulter et que, je mets des choses en place dans ma vie quotidienne pour aller mieux. Mais, maintenant il est totalement OK avec ça parce que, bah, ça fait partie de mon parcours de vie en fait.
OK, donc lui, il t'a plutôt soutenu, il a plutôt été compréhensif, c'est OK avec lui, voilà, il a totalement compris. Mais je pense à un truc, est-ce que du coup dans ta vie, tu as eu vraiment des mauvaises expériences avec des gens qui étaient pas du tout réceptifs ou qui comprenaient pas ce que tu vivais? Alors oui, lui, il a compris, et cetera. Mais quand même, au début, il a eu ce truc de enfin, il me connaît, il sait que je suis hypersensible et c'est vrai que quand on est hypersensible, on peut avoir tendance à être dans l'exagération de certaines choses, hein, faut dire ce qui est. Et du coup, vu que lui ne comprenait pas dans la mesure où il n'a jamais fait de crise d'angoisse, que ce n'est pas quelqu'un qui a de l'anxiété, qui est plutôt calme, posé et qui n'a pas de problème avec ça. C'est vrai qu'il avait du mal à comprendre comment ça fonctionnait, ce que je pouvais ressentir sur le moment. Donc j'ai dû lui expliquer plusieurs fois ce qui se passait pendant les crises d'angoisse, que je pouvais ressentir au quotidien. Et au fur et à mesure des années, il a compris. Mais c'est vrai qu'aussi, j'ai eu des mauvaises expériences ou sans parler de mauvaises expériences, il y a des gens avec lesquels, j'évite en fait, d'en parler. Pas du tout parce qu'ils sont méchants ou un petit peu, critiques vis-à-vis de ça, mais plutôt parce qu'en fait, ils n'ont jamais vécu d'anxiété et que quand, je leur en parle, ils ne savent même pas de quoi je leur parle et ils ont tendance un petit peu à, me dire: «Oui, mais oh, c'est rien, tu qu'à te mettre un coup de pied aux fesses, c'est pas grand-chose, de toute façon, de nos jours, tout le monde est anxieux», ce genre de phrases et c'est vrai que quand on est dans des périodes où, on n'arrive même plus à sortir de chez nous, je reprends l'exemple de la baguette de pain encore une fois, mais parce que ça me semble criant de vérité. Quand on n'arrive plus à sortir de chez nous pour acheter une baguette de pain, il faut dire à ces gens-là, en fait, qu'on n'a pas besoin de leurs critiques. Parce que déjà, nous-mêmes, en tant que personne, on s'auto-flagelle assez toute la journée de se dire qu'on n'est plus capable de faire des choses normales de la vie quotidienne malgré toute notre bonne volonté. C'est pas de notre faute, en fait. C'est plus fort que nous, c'est un trouble, on parle d'un trouble, on parle de santé mentale. Ce ne sont pas des choses qui peuvent se contrôler. C'est comme si je disais en fait à quelqu'un qui fait une crise d'eczéma: «Oh mais tu en fais trop, tu exagères, tu pas capable d'arrêter de te gratter, franchement je comprends pas, c'est pas légitime en fait ce que tu vis». Personne va dire ça à quelqu'un qui souffre d'une maladie physique en fait. Donc pourquoi quand on parle de santé mentale, les gens se permettent d'apporter ce genre de jugement alors qu'en fait déjà de un on fait de notre mieux et de 2 ce sont des choses et ça j'en suis intimement persuadée que tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas comprendre ce que traverse la personne et à quel point c'est difficile et à quel point on essaye de s'en sortir et on veut s'en sortir et qu'on y mette toute notre volonté et que, bah, des fois on n'y arrive pas toujours. Il y a des moments où on y arrive et c'est super et ça va mieux et puis avec les événements de la vie, les contrariétés et cetera, bah, il y a des périodes forcément où ça va un peu moins bien et où on rechute parce que c'est un trouble et que c'est comme ça, en fait. Mais ouais, en fait, ton anxiété, elle prend complètement le pas sur ta raison, c'est tout simplement ça. Et pourquoi les gens sont un peu plus réticents? Je pense que c'est tout bête, mais en fait, c'est parce que quand c'est des maladies physiques, en fait, ça se voit à l'œil. Donc forcément qu'ils ont beaucoup plus de mal à remettre en question la chose vu qu'ils la voient. Alors que là, vu que c'est mental, ou effectivement dans le scénario 1, ils l'ont déjà vécu et donc ils savent que ce que tu vis, c'est légitime et que ça existe et à quel point c'est difficile. Ou alors, comme tu disais, ils ne l'ont jamais vécu et à ce moment-là, malheureusement, si tu es pas en face de quelqu'un, qui est ou fondamentalement gentil ou alors qui a une très grande ouverture d'esprit, heu, ou qui t'aime aussi profondément et qui est tolérant et qui est ouvert, bah, généralement, les personnes ont du mal à, crédibiliser ce que tu es en train de dire parce que comme tu disais, elles ne l'ont jamais vécu. Donc, vu qu'elles ne l'ont jamais vécu et qu'elles ne peuvent pas le voir avec leurs yeux, tu peux pas voir avec autre chose finalement, et ben, au final, c'est très difficile en fait pour elles d'accepter, de se projeter en ne se basant que sur les paroles de quelqu'un. Je trouve qu'il y a aussi avec le choc des générations qui fait que forcément alors
attention, il y a quand même, là je fais clairement une généralité parce qu'il y a des gens très bien. Enfin, par exemple, je prends l'exemple de ma grand-mère, elle est très ouverte à tout, je peux discuter de tout avec elle, elle va toujours être là, elle est totalement OK. Et pourtant, elle n'est pas du tout de la même génération que moi. Mais c'est vrai que dans la globalité, plus tu recules dans les générations, bah, plus la santé mentale, c'était pas du tout à l'ordre du jour, en fait, parce qu'ils avaient autre chose à faire, juste en fait à se préoccuper de leur survie, tout simplement. Et donc, du coup, forcément, maintenant, vu qu'on est beaucoup plus confortable, dans notre vie au global et que notre survie n'est plus vraiment une question, «prioritaire» entre gros guillemets, nous, on peut se permettre de vraiment mettre la santé mentale beaucoup plus en avant et en fait, de plus en plus, on se rend compte à quel point c'est important dans l'équilibre d'une personne d'avoir une santé mentale, bonne. Donc c'est vrai que forcément, avec ça, plus l'avancée des technologies, avec les études qui sont de plus en plus nombreuses, forcément qu'il sort de plus en plus de troubles, de maladies, de choses qu'on ne connaissait pas avant. Et donc forcément que pour les anciennes générations, ça fait beaucoup d'un coup. Et encore plus quand autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui de plus en plus commencent à te dire: «Ah ben oui, bah moi j'ai ça, moi j'ai eu ça, moi j'ai eu ça». C'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là, tu sais, un peu de peur en mode, «Waouh, en fait, tout le monde a des trucs, c'est fou». Alors qu'avant, en fait, c'est ça la différence, c'est que c'est pas parce qu'avant ils n'en parlaient pas ou qu'ils n'en avaient pas conscience que ça n'existait pas. Ça a toujours été là. C'est juste qu'avant, ils n'en avaient pas conscience ou alors ça n'était pas encore, trouvé, diagnostiqué ou quoi que ce soit. Eux vont te dire enfin, nous, à notre époque, ça n'existait pas, on se plaignait pas, c'était comme ça, point. Ce qui est normal, vu que encore une fois, on n'avait pas du tout les mêmes, objectifs de vie, les problématiques n'étaient pas du tout les mêmes, donc c'est totalement logique, en fait. Mais c'est sûr que forcément, du coup, pour les gens comme toi qui ont ce genre de troubles ou même d'autres troubles, bah, en fait, ça n'aide pas parce que forcément, quand tu dois discuter avec ce genre de personnes, tu sais que c'est délicat de parler de ça avec ces personnes-là et que forcément, si t'en parles, tu vas très probablement te prendre un mur et donc c'est pas forcément très agréable. Je pense vraiment que, comme tu dis, c'est vraiment un problème avec les anciennes générations. Parce que typiquement, je vois juste dans ma famille, par exemple, on va prendre ma mère. Ma mère, je mets mes 2 mains à couper là maintenant de suite qu'elle a un trouble anxieux généralisé. C'est évident. Ça saute aux yeux. Elle ne passe pas une seule journée sans s'inquiéter, mais s'inquiéter de manière excessive. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Elle part au travail le matin et il va y avoir un accident sur la route. Elle va voir que la voiture qui a eu l'accident a la même couleur que la mienne. Elle va m'appeler en panique, mais vraiment en panique, avec la voix qui tremble. Et malheur si je ne réponds pas au téléphone de suite. Malheur si je ne réponds pas au téléphone de suite, là c'est encore pire. Dès qu'elle entend le bruit d'une ambulance ou quoi que ce soit, elle panique aussi également. Si on répond pas au téléphone pendant quelques heures, moi, eh ben, elle va appeler mon mari. Si mon mari répond pas, elle va appeler quelqu'un d'autre pour nous avoir à nous. Enfin, vraiment, elle est dans une inquiétude extrême permanente et je suis sûre qu'elle a un trouble anxieux généralisé. Mais comme elle n'est pas du tout sensibilisée au sujet de la santé mentale, etc., et que même moi, des fois, quand je lui parle de mes crises d'angoisse, elle me regarde avec des yeux ahuris en me demandant de quoi je suis en train de lui parler et en me disant: «Mais pourquoi tu as des crises d'angoisse? Mais pourquoi tu t'angoisses? Mais il faut pas t'angoisser!» Donc voilà, je pense pas qu'elle ira se faire diagnostiquer demain, mais elle vit avec une inquiétude extrême comme ça depuis des années et c'est quelque chose qui chez elle est quotidien, mais ça va être vraiment pour tout et n'importe quoi. Alors chez elle, ça touche principalement, heu, elle s'inquiète principalement par rapport à ses proches, à sa famille, mais c'est vraiment un point, c'est impressionnant, quoi. Ah, c'est fou ça, je savais pas. Ouais. Alors, je sais que ça peut paraître évident, mais je vais quand même le dire, pour ceux qui ont besoin de l'entendre en fait. L'anxiété et l'inquiétude, c'est des phénomènes qui sont naturels. Par contre, le TAG, lui, ne l'est pas. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que vraiment, c'est important
Et comme vous venez de le voir par exemple avec Laurie, ça peut vraiment prendre des grosses proportions au fur et à mesure et venir vraiment impacter toutes les sphères de votre vie. Donc, encore une fois, soyez vigilants. En faisant mes recherches sur le tag, j'ai trouvé quelques infos qui sont quand même intéressantes. La première, c'est que j'ai trouvé quand est-ce que le corps ne supporte plus le stress. Est-ce que, par exemple, il y a un moment à son paroxysme? Alors oui, déjà, il faut savoir que le stress, c'est quand même épuisant. Et en fait, il va arriver un moment où on va avoir ce qu'on appelle de la fatigue réactionnelle. En fait, c'est une forme de fatigue temporaire. Et en général, la sensation de fatigue, elle est variable en intensité d'un jour à l'autre. Et elle va arriver dès le réveil pour atteindre son paroxysme en fin de soirée. Il faut savoir que la fatigue réactionnelle, elle peut résulter du coup d'une insuffisance de repos, qui va entraîner ensuite, devinez quoi? Des troubles du sommeil. Et alors là, du coup, c'est le cercle vicieux par excellence, parce qu'en plus de l'anxiété généralisée, vous allez être épuisé de fatigue de plus en plus. Et en fait, il n'y a jamais rien qui va se résoudre, parce qu'au final, vous allez être de plus en plus fatigué, ce qui va vous rendre de plus en plus à cran, de plus en plus anxieux, et les troubles du sommeil vont être de plus en plus incontrôlables, on va dire. Deuxième info, c'est est-ce que le stress peut endommager notre cerveau? Et bah, malheureusement, oui. De nombreux travaux de neurosciences montrent qu'en fait, l'exposition à un stress chronique affecte l'hippocampe. Donc, c'est le siège de la mémoire et des émotions. C'est une neurotoxicité qui explique en fait les troubles de la mémoire chez les gens qui ont un TAG. Et les personnes qui font face à un stress psychologique important, bah, malheureusement, présentent une atrophie de l'hippocampe. Mais par contre, ce n'est pas coulé dans le béton, heureusement. C'est possible en fait de compenser la perte de neurones parce que le cerveau s'adapte à son environnement. Donc, s'il est souvent sollicité, il reformera de nouveaux réseaux neuronaux. Mais surtout, et ça c'est l'info importante, le sport augmente la résistance de notre système nerveux au stress. En fait, ça favorise la naissance de nouveaux neurones. Résultat, le volume de l'hippocampe ou de la matière grise augmente. Donc, go faire 5 séances de crossfit et un semi-marathon toutes les semaines. Et pour la dernière info, si vous voulez savoir quelle est l'hormone qui va vous aider à diminuer l'anxiété, c'est la sérotonine. On en avait fait d'ailleurs un post Instagram pour vous aider en fait à augmenter les 4 hormones du bonheur, comme on les appelle. Et pour la sérotonine, on avait mis des activités favorisant la détente, les UVB, donc le soleil, ou la luminothérapie, prendre l'air et faire un câlin de plus de 8 secondes. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les traitements proposés pour le trouble anxieux généralisé ou pour l'anxiété, quand on en arrive à des stades qui sont entre guillemets sévères, les médecins prescrivent des antidépresseurs, plus particulièrement des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, car ils vont avoir un effet en fait sur cette hormone qui est un petit peu malmenée quand on souffre d'anxiété. Vu qu'on est parti sur ce chemin-là, on va parler un petit peu des tips et astuces. Comment on peut faire pour s'en sortir quand on a un tag? Quels sont les outils? Donc, évidemment, en premier lieu, aller consulter un médecin, un psychiatre, un psychologue, quelqu'un qui pourra vous écouter et qui sera à même de poser un diagnostic. Sur ça, on est bien clair. Selon l'intensité de votre trouble, une médicamentation vous sera proposée ou non, avec votre accord bien évidemment. Maintenant qu'on a un petit peu mis de côté la partie médecin, médicaments, etc., on va passer un petit peu aux autres astuces qui peuvent soit être complémentaires, soit vous aider à gérer votre anxiété au quotidien. Et d'ailleurs, à titre personnel, j'ai découvert quand même des petites pépites qui m'aident énormément en ce moment. Tout d'abord, on va parler d'alimentation, parce que c'est quelque chose qui joue énormément sur la santé mentale. On sait aujourd'hui, il y a beaucoup d'études à ce sujet, que l'intestin, c'est un petit peu comme notre deuxième cerveau, et qu'il y a énormément de neurones dans les intestins. Donc l'alimentation, ça va être quelque chose qui va jouer énormément, et il y a des aliments qui vont avoir tendance à accentuer votre anxiété. Par exemple, c'est le cas du sucre. Le sucre peut accentuer les symptômes de l'anxiété. On le voit chez les enfants.
Quand ils mangent beaucoup de sucre, ils vont avoir tendance à être excités, à courir partout, à être assez nerveux, etc. Quand on est adulte, on va pas se mettre à courir partout, à être excité. Mais par contre, ça va jouer énormément sur l'anxiété quand on a tendance déjà à être anxieux. Également, tous les aliments qui vont provoquer une légère inflammation au niveau de l'intestin. Donc là, ça va être très variable selon les personnes. Il y a des personnes qui vont mieux le tolérer que d'autres. Mais il y a des aliments comme le gluten et le lactose qui peuvent avoir un impact sur l'anxiété. Donc le mieux, le plus adapté, ça serait dans ce cas-là d'adopter un régime anti-inflammatoire très pauvre en sucre, notamment tout ce qui va être sucre industriel, sucre raffiné, et évidemment tout ce qui est plat préparé, déjà trouvable tout fait en grande surface. Ça, c'est des choses qui sont bourrées de colorants, de conservateurs, et en fait, il peut y avoir certains composants qui vont avoir tendance à aggraver l'anxiété ou à la prolonger. Ce qui peut vous aider si vous êtes anxieux, ça va être tous les aliments riches en oméga 3, sardines, avocats, toutes les huiles de noix, huile de sésame, qui vont vraiment vous apporter beaucoup d'oméga 3, les poissons gras, le saumon, etc. Vous pouvez taper sur internet liste des aliments riches en oméga 3, vous allez vraiment trouver beaucoup de choses. Ce qui est conseillé également, c'est de consommer beaucoup de fruits secs, des noix, des amandes, vraiment d'en manger au moins une petite poignée chaque jour. Ensuite, il faudra faire attention à ne pas avoir de carences, parce qu'il y a des carences qui peuvent accentuer l'anxiété ou même les états dépressifs, de type les carences en vitamine D, en vitamine B12, en vitamine B9. Donc n'hésitez pas à faire un petit check-up avec votre médecin, demander une prise de sang pour voir si vous n'avez pas de carence et si vous en avez à vous supplémenter pour éviter d'aggraver votre anxiété si vous êtes carencé ou si vous avez une alimentation qui n'est pas appropriée. Comme ça, vous pourrez déjà régler ce problème-là et ça fera déjà ça en moins. De toute façon, ça ne pourra pas vous faire de mal, ça ne pourra vous faire que du bien. Après l'alimentation, dans les choses qui peuvent aggraver votre anxiété et qu'il va falloir à tout prix éviter, ça va être la consommation d'alcool, de drogue et de tabac. Ça semble logique dit comme ça, mais quand on a tendance à être anxieux, et je sais de quoi je parle, on peut avoir tendance à abuser d'alcool, de tabac ou de drogue. Alors je consomme pas de drogue à titre personnel, mais c'est vrai que j'ai un petit peu eu une addiction pour le tabac. Voilà, on n'est pas tous parfaits, hein. Et c'est vrai que quand on est anxieux, on a tendance à s'en servir un petit peu comme de béquille, sauf qu'en fait c'est un mauvais réflexe parce que sur le moyen long terme, ça aggrave l'anxiété. La nicotine, on le sait, elle est hyper stimulante pour le cerveau et même pour le cœur. Donc pour peu que vous soyez cardiophobe, d'avoir les effets de la nicotine qui va pouvoir accélérer un petit peu votre cœur, ça peut être source d'angoisse. Mais également, c'est une substance qui va vraiment stimuler le cerveau, la nicotine, donc ça peut vraiment renforcer votre anxiété. Pour ce qui est de l'alcool, pareil, j'ai discuté avec de nombreux anxieux qui avaient tendance à essayer de mettre un petit peu sous le tapis cette anxiété en sortant boire des coups avec des potes ou même à commencer à boire seul en fait chez eux car sur le moment ça apaisait leur anxiété. Mais 90% de ces gens m'ont raconté que le matin quand ils se levaient, ils voyaient leur anxiété fortement augmenter par rapport à la veille. Et bon, pour les drogues, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il ne faut pas en prendre et pourquoi ça peut accentuer l'anxiété. Voilà. On va continuer dans les astuces et tout ce qui va être méthode de relaxation. Donc que ce soit des méthodes de respiration. Donc là, vous en avez plusieurs. Vous avez la respiration carrée, la cohérence cardiaque. Et tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y avait des tips qui m'avaient beaucoup aidé, franchement, la cohérence cardiaque, incroyable. En plus, c'est vraiment pas compliqué. Vous avez plein d'applications à disposition maintenant sur le téléphone où en fait vous avez une petite bulle qui apparaît. Vous avez juste à suivre la bulle en respirant. À pratiquer 3 fois par jour pendant 5 minutes. Donc en vrai, c'est largement faisable. Moi, je sais que je mets des petites alarmes sur mon téléphone le matin quand je me lève, entre midi et 2 pendant ma pause déj et le soir quand je rentre du travail ou quand je vais me coucher.
Ça prend 5 minutes et franchement, ça, c'est des exercices qui vont vous aider à réguler votre système nerveux et donc à apaiser votre anxiété. Évidemment, pratiquer une activité physique régulière parce que ça va vous aider à sécréter certaines hormones qui vont permettre la détente et ça va également vous permettre de vous défouler un petit peu. Et ensuite, si vous êtes adepte un petit peu de tout ce qui est plantes, etc., la phytothérapie peut également énormément vous aider. Vous avez des plantes qui vont avoir comme propriété de diminuer le taux d'anxiété. J'en connais pas beaucoup, c'est pas trop mon domaine d'expertise, mais par exemple, je sais que la valériane a cette propriété-là. Donc, vous pouvez la prendre en tisane, par exemple, si vous aimez bien boire des tisanes le soir. La camomille aussi. Oui, c'est vrai, la camomille, ça a des effets apaisants pour bien dormir, etc. aussi, je crois, non? Oui, apaisant, anxiété aussi. Ok. Quand tu sens une crise d'angoisse. Alors ça dépend, il y en a qui, comme tu disais, la camomille aussi, ça peut se prendre ou en tisane, ou même en huiles essentielles dans la bouche directement. Ok. Par contre, évidemment, demandez bien à un professionnel de la santé parce qu'on ne s'amuse pas avec les huiles essentielles. Si vous n'avez pas de contre-indication, en fait. Tout à fait. En parlant de plantes et d'huiles essentielles, je sais aussi que pour certaines personnes, les fleurs de Bach marchent super bien. Donc voilà une autre piste, au cas où. Et ensuite, un truc tout bête, qui est très bateau, je sais qu'on l'entend partout, que ça semble hyper facile à dire, c'est un petit peu moins facile à faire, je l'avoue, mais une fois qu'on commence à comprendre le truc et à y arriver, ça vraiment apporte de grands changements. Ça paraît un peu neuneux dit comme ça, mais vraiment l'acceptation en fait. Juste le fait d'accepter les symptômes physiques que vous pouvez ressentir liés à l'anxiété, de se poser dans votre tête et de vous dire ok, je sens que j'ai des vertiges, je sens que j'ai des palpitations cardiaques, mais c'est pas grave, je sais que je suis en sécurité, que je ne crains rien. Alors j'accepte ces sensations et je les laisse passer. Alors déjà de 1, ça va les faire passer 2 fois plus vite et de 2, ça va vous permettre d'apprendre à ne plus en avoir peur et donc du coup à espacer les crises d'angoisse, les symptômes physiques ou tout ce que vous pouvez ressentir et qui vous paraît désagréable. Parce que de toute façon, le fait de lutter contre cette chose ne va faire que la renforcer. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit ce à quoi tu résistes persiste et c'est vraiment réel en fait. Donc essayez d'apprendre à accepter ce que vous pouvez ressentir qui soit lié à l'anxiété, des symptômes physiques, des symptômes mentaux comme des pensées, etc. Et vous verrez, je vous promets, que c'est vraiment quelque chose qui va vous changer la vie. C'est marrant parce que pourtant, une grande dame a dit résiste, prouve que tu existes. Pas mal. Chacun ses rêves. C'est France Gall, je crois, non? Je pense, ouais. Ouais. J'aimerais juste revenir sur quelque chose que j'ai un petit peu sauté tout à l'heure. Concernant les troubles anxieux généralisés, parce que c'est le sujet du jour, il y a des thérapies en particulier qui aident énormément et qui ont prouvé leurs résultats. En premier lieu, il y a la TCC, donc la thérapie cognitive et comportementale, qui peut être effectuée par des psychothérapeutes, qui sont souvent d'ailleurs spécialisés dans les TCC. C'est des thérapies basées sur l'exposition et d'autres outils qui peuvent vous aider à guérir de votre trouble anxieux. Si votre anxiété est par contre liée à un traumatisme ou à des traumatismes, vous pouvez vous tourner vers de l'EMDR. Et ça, je t'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça a changé beaucoup de choses pour moi. Alors j'ai commencé les séances il y a peu de temps, mais en l'espace de 2 séances, j'ai déjà eu énormément de résultats. Et c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans mon cas, à vous tourner vers le MDR. Pareil, vous trouverez des praticiens qui sont spécialisés là-dedans. Autour de chez vous, maintenant, c'est quelque chose qui se pratique de plus en plus. Donc je pense que vous n'aurez pas de problème à trouver quelqu'un qui pratique cet outil-là. Cet épisode touche à sa fin. On se retrouve un lundi sur 2 à 6h. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, @microekao. N'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer un petit message, on répondra avec plaisir. Vous pouvez également, s'il vous a plu, partager cet épisode autour de vous. On vous dit à très bientôt. À très bientôt.
Salut!